Le 15 août, le commissaire Sebeil va mettre un coup de pression sur Gaston Dominici, une démarche désespérée, mais au point où en est l'enquête, Sebeil se dit qu'il n'a rien à perdre. Dans les jours précédents, la SRPJ a reçu une lettre d'un mystérieux Périni qui affirmait avoir vu dans le passé un soldat américain vendre au père Dominici une arme similaire à celle que les policiers avaient retrouvée et reconstituée. Il est vrai qu'en 1945, les soldats échangeaient des armes pour de la nourriture ou des souvenirs. C'était une pratique répandue. Le dénommé Périni affirmait connaître Gaston Dominici depuis 20 ans et que celui-ci ne tolérait pas les campeurs sur ses terres et qu'il les faisait fuir. Gaston Dominici répliqua sèchement, en niant avec force les affirmations de Périni. Sebeil rencontre par la suite Abel Bastide, un maçon qui a déjà travaillé pour les Dominici, et il affirme que durant la guerre, de nombreux camions de l'armée américaine s'arrêtaient pour de l'eau et qu'un jour, un camion en panne avait stationné de longues heures chez les Dominici. Il y avait plein d'armes et il avait vu un soldat américain faire une démonstration avec sa carabine. Avec ce témoignage, Sebeil avait espoir d'associer la carabine aux Dominici, car le maçon avait passé 20 jours à réparer le grenier à foin des Dominici. Son témoignage semblait crédible. Plus tard, en 1954, devant le juge Perrier, Bastide ira beaucoup plus loin. Il dira qu'il a vu 2 soldats entrer chez les Dominici avec 2 carabines et en ressortir avec 2 gourdes d'eau ou de vin. Bastide contredit le vieux Gaston, qui jurait que jamais les soldats américains n'arrêtaient chez lui. Le 18 août, le rapport d'autopsie par les docteurs Nalin et Girard est déposé. Jack Drummond avait été atteint de 2 balles de fort calibre, des entrées de 7 et 8 mm à la poitrine, 2 coups mortels qui sont ressortis par le dos. Anne Drummond avait un cas beaucoup plus complexe. Son corps montrait 7 plaies. 4 étaient visibles sur la paroi antérieure du thorax. 2 concernaient le bras droit. Une autre blessure le haut du bras gauche. Selon la trajectoire des balles, on pensait peut-être à un 2e tireur. La petite Elizabeth Drummond avait été agressée avec un objet contondant, un choc violent qui a provoqué un délabrement osseux. Les méninges étaient déchirés et comme le docteur Dragon l'avait décrit, il y avait une sensation de mobiliser un sac de noix à la palpation. Aucune agression sexuelle sur la fillette, aucune violence sur le corps d'Élisabeth, des coups à la tête exclusivement, des coups violents par quelqu'un de robuste. La presse continue à être très présente. Le quotidien Le Monde reprend les commentaires de la presse britannique qui souligne les erreurs du commissaire Sebeil. Il aurait dû tenter de relever les empreintes sur la carabine. Il a laissé la scène du crime être piétinée par beaucoup de gens. Il est omnibulé par Gustave Dominici et ne prend pas en considération d'autres pistes. Il n'a pas procédé à des essais balistiques sérieux sur l'arme du crime. La pression surnomme Sebeil le commissaire qui tourne en rond. On arrive maintenant au début septembre et le commissaire Sebeil ne lâche pas prise. Il envoie chercher Gustave une autre fois pour un autre très long interrogatoire. On débute avec la confrontation avec Jean-Marie Olivier qui dit que Gustave était derrière la voiture quand il l'a arrêté. Mais Gustave maintient sa version. Il découvre la fillette et se sauve immédiatement
et marche sur la nationale et ne s'arrête que quelques secondes au niveau de la voiture. Il continue en courant et rencontre Olivier. Plus tard, durant son témoignage, Gustave va changer sa version. Il avoue maintenant qu'il est passé entre la voiture des Drummond et le muret qui longe la route, mais qu'il n'a pas vu de cadavre. Et devant la surprise du commissaire, il dit qu'on ne peut pas penser à tout. Le commissaire lui demande qu'après la découverte de la fillette, il aurait dû avoir la réaction d'avertir les parents. Et encore là, Gustave change sa version. Il dira, en remontant sur la route, « J'ai toujours oublié jusqu'à maintenant de vous dire que j'avais demandé à voix haute en arrivant près de la voiture, « Y a-t-il quelqu'un? » Et comme personne n'a répondu, j'ai fait signe au motocycliste. Le commissaire s'éveille, perd patience avec Gustave, mais il doit le remettre en liberté à la fin de la journée. Il est de plus en plus convaincu que Gustave Dominici cache des choses. Il change lentement sa version, mais malgré tout, rien n'est prouvé. Le 6 septembre, le commissaire s'éveille, épuisé, va faire un temps d'arrêt, après 30 jours consécutifs de travail. Mentalement, il n'en peut plus. L'enquête piétine et la presse est sans pitié pour lui. Plus tard dans le mois, le 30 septembre, le rapport balistique est déposé concernant l'arme retrouvée sur les lieux du crime. L'arme, malgré les bricoles par son propriétaire, est en état de marche. On confirme que les 2 douilles retrouvées sur les lieux ont été tirées par la carabine. C'est l'arme du crime de façon absolue. C'est maintenant au tour de Paul Maillet de faire son entrée dans l'histoire. Il est un personnage important. Il était cheminot et paysan. Il dira « Gustave m'a dit que le 5 août au matin, qu'il allait se rendre compte de l'état de l'éboulement sur la voie ferrée, conformément aux instructions de M. Roux. Et alors qu'il venait de franchir le pont et qu'il regardait l'importance de l'éboulement, il avait eu son attention attirée par des râles. Il s'est avancé et c'est alors qu'il a aperçu le corps de la fillette. De nouveau, le 15 octobre, Gustave va être entendu de nouveau, mais cette fois-ci par le commissaire principal Constant. Gustave refait le même témoignage, mais il va avouer maintenant que la fillette était bel et bien vivante. Pour le reste, il s'en tient à son témoignage, qui encore une fois a évolué. Le commissaire le trouve fuyant et obstiné. Par contre, il va confirmer qu'il s'est confié à son frère Clovis et à Paul Maillet au sujet de la fillette encore vivante. Clovis va confirmer que cette confidence était en présence de Paul Maillet. Avec ces nouveaux témoignages, on est devant maintenant un nouveau problème. L'autopsie d'Élisabeth des docteurs Nalin et Girard n'indique pas une durée possible de survie pour l'enfant. On parle au docteur Girard de nouveau, qui concède 1 heure de survie maximum selon ses estimations. Donc, Élisabeth serait décédée vers 2h15, 2h30. Le commissaire Constant retourne la question dans tous les sens, mais Gustave maintient qu'il l'a découverte vivante à 5h30. Devant la question comme « Pourquoi ne pas tenter d'aller à la voiture pour voir si les parents de la fillette sont là ?» Gustave répondra « Je n'y avais pas pensé. » Le 16 octobre, Gustave Dominici est accusé pour omission volontaire de porter secours à une personne en péril. La sentence tombe et c'est 2 mois de réclusion. Il sera libéré le 15 décembre. On ne lui donna que 2 mois.
car avec les experts à l'appui, la fillette n'avait aucune chance de survivre de toute manière, vu l'importance des blessures. À l'exemple du commissaire Sebeil, le commissaire Constant est hanté par les Dominici. L'enquête est usante et il dira « J'ai essayé de raisonner Gustave Dominici, de l'amener à une position plus loyale. Peine perdue. Gustave est un être qui possède à un degré extraordinaire la force d'inertie. Il faut pour l'émouvoir en arriver à le suspecter. Il manifeste alors une sorte d'énergie verbale qui éclate en protestation d'innocence. En conclusion, il en ressort très déçu et il a l'impression qu'il n'a pas fait avancer l'enquête. Roger Perrin est le petit-fils de Gaston Dominici. Il était avec son grand-père sur les lieux du drame à 8 heures le matin. Si Gustave ne donne pas sa place pour mentir et oublier des faits, Roger Zézé Perrin est excellent dans le domaine lui aussi. Il ne fait jamais le même témoignage. Les autorités se demandent si justement, s'il ne joue pas à l'idiot pour cacher certaines choses. En exemple, il affirme que Faustin Roure du chemin de fer lui a dit « Hier au soir, des campeurs ont soupé près du pont. Ils se sont battus et une petite est morte, et ça se serait passé à 7 heures le matin. » Roure affirmera n'avoir jamais dit ça à Roger Perrin, et comme Zézé ment sur à peu près tout, on peut penser que Roure est beaucoup plus crédible. Nous arrivons maintenant au 7 mai 1953. Sebeil est de retour. Il est toujours à l'œuvre. Les choses se sont calmées. Il y a maintenant 8 mois qui se sont passés depuis les meurtres. Il interroge Roger Perrin, qui va affirmer des faits nouveaux. Anne Drummond et sa fille Élisabeth sont venues demander de l'eau à la ferme Dominici. Le vieux Gaston a montré ses chèvres à la fillette. Ce sont des choses nouvelles. Yvette et Marie et Roger Perrin connaissaient les Drummond, ce qui avait été caché auparavant. Il apparaissait que les Dominici ne pouvaient ignorer la présence des Drummond. Il apparaît aussi que Roger Zézé Perrin était à la ferme lors de cette soirée. Le 13 mai 1953, un nouveau témoin, Jean Ricard, apparaît. Il demeure à Marseille. Ricard, depuis 5 ou 6 ans, campait dans les parages, soit sur le plateau de Ganagobi. Le matin du 5 août, il a ramassé ses affaires et est descendu sur la nationale dans l'attente d'un autocar pour le ramener à Marseille. Ricard est en avance. Il décide de marcher sur la nationale et il débouche sur sa gauche sur la voiture des Drummond. Il va affirmer des choses capitales. Entre 6h50 et 7h, il est frappé par le désordre autour de la voiture. La voiture est proche de la route. Il lui semble que les portes arrière sont ouvertes. Il fait le tour de la voiture. Il constate la présence d'une forme humaine sous une couverture à 1 mètre de la voiture. Et cette personne était couchée sur le dos. Sebeil lui montre des photos et on s'accorde qu'il a vu Anne Drummond. Et sur le dos, il est formel, alors qu'on a retrouvé la femme sur le ventre. Pour Sebeil, si Ricard dit vrai, on a déplacé le corps d'Anne Drummond et on l'a retourné. De plus, Ricard confirme que les pieds dépassaient la couverture. Le 19 mai, Sebeil fait revenir sur les lieux Faustin Roure du chemin de fer. Roure était sur les lieux avec Clovis Dominici et 2 autres employés pour regarder l'éboulement, et Roure
affirme que le corps de Madame Drummond était entièrement recouvert, que les pieds ne dépassaient pas. Roure situe ce qu'il a vu à 6h45, donc environ 10 minutes avant l'arrivée de Ricard. On peut donc conclure que Roure et ses 3 compagnons, à 6h45, ont aperçu le corps entièrement recouvert, et Ricard, à 7h, aperçoit les pieds de Madame Drummond qui dépassent. De plus, Ricard a vu le corps à 1 ou 2 mètres maximum de la voiture. Elle a été retrouvée à 5 mètres de la voiture. Le corps a donc été déplacé de façon certaine. Dans les derniers jours d'août, Sebeil rencontre à nouveau Jean-Marie Olivier, celui qui a été arrêté par Gustave le matin du drame. Et il a encore une surprise. Olivier affirme qu'après avoir été averti par Gustave qu'il y avait un mort et de prévenir les autorités, qu'il est reparti et qu'il a aperçu Yvette et la mère Dominici dans leur cour en position d'observation. Donc, une fois de plus, les Dominici mentent dans leur prétendue inconscience des événements, car il était environ 6h le matin et Gustave était censé avoir tout juste fait cette découverte. Yvette et Marie étaient en observation. Une fois de plus, les affirmations de Gustave semblent mensongères. On effectue une nouvelle reconstitution avec la voiture des Drummond à l'endroit du meurtre et on sépare cette fois les témoins pour éviter des confrontations. On amène Jean Ricard, on lui demande de situer le corps d'Anne Drummond et il confirme parallèlement la voiture, les pieds dépassant sous une couverture à 7h le matin. Ensuite, Faustin Roure donne le même endroit, mais le corps complètement caché par la couverture à 6h45. Ceci est confirmé par Clovis Dominici. N'oublions pas que le corps a été découvert perpendiculairement en avant de la voiture. Puis on amène Gustave Dominici, qui est très réticent. On lui demande l'endroit où se trouvait le corps d'Anne Drummond, et il désigne que le corps était perpendiculaire. Il semble donc que Gustave a déplacé le corps après 7h, avant l'arrivée des gendarmes, car n'oublions pas qu'il avait alerté Jean-Marie Olivier dès 6h du drame. Une longue série d'auditions va commencer, et Gustave Dominici commence à faiblir pour ensuite s'écrouler devant le commissaire Sebeil. Gustave va avouer qu'il a entendu des cris. Il l'avait confié à Paul Maillet. Il avoue ensuite qu'il a fait le tour de la voiture. Il confirme le témoignage de son neveu Roger Perrin, qu'il s'est levé à 4h et non pas à 5h30. Il reconnaît que la fillette était en vie. Il est retourné à la ferme à 4h30 et étonne Sebeil en lui disant qu'il s'est occupé de ses tâches habituelles à la ferme. N'oublions pas qu'il vient de découvrir 3 cadavres. Il avoue qu'Anne Drummond était parallèle à la voiture quand il l'a découverte. Il avoue être revenu après le passage de Roure, Clovis et Boyer. Il avoue avoir levé la couverture et qu'il a traîné le corps d'Anne Drummond. Il a été interrompu par l'arrivée de Ricard. Il s'est caché dans le bois. Il est revenu et a traîné le corps perpendiculairement devant la voiture. Et pourquoi, dit le juge? Pour être sûr qu'elle est bien morte, qu'il répondit. Il continue son témoignage. Il confirme que Madame Drummond et sa fille sont venues chercher de l'eau à la ferme. L'interrogatoire continue le lendemain à 11h. Gustave a perdu de son assurance
et il est fébrile. Il avoue avoir soulevé le lit de camp qui recouvrait Jack Drummond de l'autre côté de la route. Il avoue que Gaston, son père, a ramassé 4 douilles sur les lieux. Il parle de son père pour la première fois. Le commissaire s'éveille, dira de ses aveux. À ce moment-là, Gustave, abattu, commençait à perdre pied, car il réalisait pleinement qu'enfermé dans ses réponses, ses réticences ou ses mensonges, il se trouvait dans une impasse. De notre côté, nous sentions que le dénouement était proche, car Gustave Dominici semblait prêt à la confession. Ainsi, le travail que nous avions effectué après presque une année d'enquête et qui nous avait permis, sinon de réunir des preuves irréfutables, du moins un faisceau de présomption tel que notre conviction était faite, allait se concrétiser par des aveux. Mais le commissaire n'était pas au bout de ses peines. Il va recevoir des aveux, mais pas ceux qu'il attendait. Il continue. En effet, alors qu'à ce moment j'étais en tête-à-tête avec Gustave Dominici, ce dernier s'effondrait à 14h30 et son front appuyé sur mon épaule gauche, il se mettait à pleurer abondamment. C'est là pour la première fois depuis 16 mois que Gustave, se dépouillant de l'attitude dont il ne s'était jamais départi, allait libérer sa conscience. Pendant quelques minutes, toujours sa tête appuyée sur mon épaule, Gustave a pleuré. Puis, relevant sa tête sur une interrogation de ma part, il me dit que le matin du 5 août 1952, à 4 heures le matin, dans la cour de la ferme, son père lui avait confié qu'il était l'auteur de la tuerie. Je portai immédiatement ces révélations à la connaissance de M. Perrier, qui recueilla sur-le-champ les aveux de Gustave. Gustave Dominici fait ses aveux au juge d'instruction Roger Perrier. Le matin, lorsque mon père est sorti de la maison pour aller garder ses chèvres, je suis descendu et lui ai demandé s'il n'avait pas entendu les coups de feu. Il m'a répondu par l'affirmative. Avec insistance, je le questionnais sur ce point. Mon père m'a dit tout de suite que c'était lui qui avait tiré. Mon père avait l'air très calme. Je lui ai demandé s'il n'était pas devenu fou. Il m'a répondu que non. Il aurait eu une altercation avec Jack Drummond et aurait tiré, puis tué la femme et l'enfant. Gustave va continuer par contre de nier que l'arme vient de la ferme. Ce témoignage devra être corroboré, sinon c'est la parole de Gustave contre celle de son père Gaston. C'est ainsi que Gustave se serait amené vers les lieux des meurtres à au moins 3 reprises, et il orientera le commissaire Sébeil vers son frère Clovis, qui aurait aussi entendu les confidences de son père, car durant les 2 mois d'incarcération de Gustave, il est venu coucher chez son père à sa demande. On amena Clovis Dominici en présence de Gaston. Clovis dira « Il y avait une quinzaine de jours que je couchais à la Grande Terre, lorsqu'un soir, alors que je me trouvais seul dans la cuisine avec mon père, ce dernier a porté la discussion sur les Anglais. Il m'a dit que vers 1 heure du matin, il s'était levé, il était allé voir l'éboulement, il était passé par la route et avait avec lui une carabine. Arrivé à hauteur du campement, il s'était bagarré avec l'homme et il avait tiré. Mon père m'a demandé de ne plus jamais parler de cette affaire. » Le vieux Gaston va écouter les accusations de ses 2 fils. Il va se moquer. Il va railler Sébeil. Il va même se lever pour partir. Mais le commissaire qui bouille le fait rasseoir
et lui fait comprendre qu'on ne rit plus. Il est accusé du meurtre des 3 Drummond. Clovis va continuer son témoignage en confirmant toujours celui de son frère Gustave. Il va finalement confirmer qu'il connaissait la carabine et qu'elle se trouvait habituellement sur une étagère de la remise, ce que Gustave va confirmer lui aussi à son tour. Gustave va même confirmer que sa femme Yvette était au courant des confidences du vieux Gaston. Yvette va le nier devant le juge Perrier, mais le juge n'insiste pas pour le moment, il attend son heure. Nous arrivons maintenant à Gaston Dominici, qui est maintenant la vedette principale à la place de Gustave. Devant Sébeil, avec aplomb, il affirme que ses fils mentent. Il dit qu'il a été informé à 8 heures du drame par Marie et Yvette et qu'il s'est levé à 4 heures. Il ne connaît pas cette carabine Rock-Ola et dit qu'elle ne peut qu'appartenir à Gustave. On va garder Gaston au palais de justice en l'installant confortablement dans un local sous surveillance. Le gardien de la paix Victor Guérinaud va garder Gaston le premier. Durant une pause, le vieux sympathise avec lui pour l'amadouer. Puis, il va lui dire « Ils m'ont attaqué. Je les ai tués tous les 3. Je suis allé à l'éboulement. J'ai pris le fusil à tout hasard. J'avais peur qu'il arrive un accident. Je suis passé à côté du campement. J'ai été attaqué. J'ai compris qu'on me prenait pour un maraudeur. J'ai tiré. Et puis ça a bardé. » Guérinaud raconte le tout au commissaire Sébeil, qui rencontre immédiatement Gaston, qui ne veut rien lui avouer. Gaston Dominici se moque de la justice à son tour. Le commissaire Prudhomme va se présenter devant Gaston, qui nie en bloc. C'est Gustave qui a fait le coup. La carabine est à lui, mais pour sauver l'honneur de la famille, il est prêt à s'accuser lui-même. Le commissaire Prudhomme insiste. La discussion est difficile. Les brigadiers Guérinaud, Giraud, Sabatier et Bocca sont tous présents. Et finalement, Gaston va avouer, mais d'une façon différente. Il dira « J'ai fait un péché d'amour ». Et quand Prudhomme lui demande des explications, si la femme était consentante, il répond par l'affirmative et il avoue avec un petit sourire. Bien sûr que Gaston Dominici ment et l'autopsie ne révèle rien pour Anne Drummond qui n'a pas eu de relation. Mais Prudhomme, même s'il ne le croit pas, le fait continuer dans cette voie. Gaston dit qu'il est resté caché 20 minutes à regarder Anne Drummond se déshabiller et à se mettre en tenue de nuit. Puis, surpris par Jack Drummond, les choses ont dégénéré. L'enquête semble enfin sur la bonne voie. Il ne reste plus qu'à faire concorder le témoignage de Gaston Dominici avec les faits constatés sur les lieux du drame. L'enquête semble être sur le point d'être résolue, et pourtant, des retournements de situation vont continuer de surprendre dans cette affaire, qui sera l'une des plus célèbres de l'histoire de la France. Au début novembre 1953, Gaston Dominici va donner sa version à plusieurs reprises, des versions qui ne correspondent pas avec la réalité du terrain, et il va même plonger dans une histoire absurde de rapports sexuels avec Madame Drummond. Il affirme avoir discuté avec elle la veille, alors qu'elle ne parlait pas le français, et que lui manie la langue française très sommairement.
Une nouvelle version de Gaston. Il se lève à 1 heure pour aller voir l'éboulement. Il se cache et aperçoit Madame Drummond qui se change en tenue de nuit. Il va même dire qu'il l'a baisée avec son consentement. Surpris par Jack Drummond, il prend sa carabine et tire et lui arrache un lambeau de peau de la main. Puis, il lui tire 2 fois dans le dos et Drummond s'écroule de l'autre côté de la route. Il dit qu'il tire 1 fois sur Madame Drummond et la petite se sauve. Il la rattrape malgré ses 75 ans et lui donne un coup de crosse. Il se débarrasse de la carabine dans un endroit qui est profond dans le cours d'eau. Mais malheureusement pour lui, l'arme reste en partie visible et va être découverte le matin. Le 15 novembre, le juge Perrier reçoit le procès-verbal du commissaire Sebeil et rencontre Gaston Dominici pour recueillir sa déclaration. Et la surprise va arriver 1 fois de plus. Gaston Dominici nous déclara aussitôt qu'il n'était pas le meurtrier de la famille Drummond, mais qu'il désirait confirmer la déclaration qu'il avait faite la veille à Sebeil, dans le seul but de sauver l'honneur de ses petits-enfants. Gaston se rit de la justice. Il n'est peut-être pas instruit, mais certainement pas idiot. Il sait que c'est la parole de ses 2 fils contre la sienne. Il n'est pas prouvé que la carabine lui appartient. Ses aveux ne sont pas conformes à la réalité du terrain. Malgré tout, Gaston va être inculpé par le juge Perrier. Par la suite, d'autres témoignages nous arrivent concernant l'arme. Clovis raconte qu'il connaissait l'existence de la carabine depuis 1 an, soit en 1951. Gustave en 1950 quant à lui. Paul Maillet, le cheminot, refait surface et aurait laissé entendre aux journalistes que Gustave Dominici aurait pu assister au carnage. Maillet est amené immédiatement devant le juge Perrier et se disculpe en disant qu'il pensait qu'il parlait à un homme de loi. Il va ajouter un détail important. Maillet raconte qu'il a discuté avec un camionneur qu'il connaît bien, qui s'appelle Élie Gauthier. Gauthier lui aurait raconté qu'il avait déjà été à la ferme Dominici et que le vieux lui avait déjà exhibé la vieille carabine Rock-Ola. Gauthier était certain qu'elle appartenait à Gaston Dominici et Gauthier va le confirmer au juge. Le juge s'impatiente et demande à Maillet pourquoi il ne l'avait pas dit plus tôt. Et Maillet répond qu'il avait déjà dénoncé le vieux Gaston et que beaucoup de personnes ne lui parlaient plus. Et même si Gauthier corrobore et dit que l'arme n'était pas rafistolée, Maillet, lui, affirme qu'elle était bel et bien rafistolée, ce qui était le cas. Conclusion, on nage dans la confusion pour l'arme, que ce soit les 3 Dominici, Maillet, Roger Perrin, les femmes Dominici. Personne ne fait 2 fois le même témoignage. Une vraie comédie du mensonge. Le 7 décembre, Gaston réaffirme au juge son innocence. Il nie les confidences qu'il a faites à ses fils. Il nie les confidences qu'il a faites au brigadier Guérineau, qui avait pris le premier tour de garde avec le vieux Gaston. Lors de la reconstitution du mois précédent, il dit qu'il était presque dans le coma, qu'il n'était pas lui-même. Devant toutes les questions, il répond « J'étais gaga ». Conclusion, l'instruction sera très difficile et bien malin celui qui pourra prédire l'issue finale.